Podtaf. 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 Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir. des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Sarah. On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. Sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors, on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti, Laura. T'es prête? Oui, et justement, on accueille notre nouvel invité du jour. Bonjour Antoine, bienvenue sur Podtaf. Rentrons dans le vif du sujet, peux-tu me dire quel est ton métier? Eh bien bonjour, mon métier c'est paléoanthropologue. Je travaille sur l'évolution humaine en particulier et en réalité je suis chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Donc je travaille sur des spécimens fossiles, des crânes d'hommes préhistoriques retrouvés à travers le monde. Je les regarde, je les étudie, je les mesure et l'idée c'est d'essayer de comprendre comment notre espèce est apparue, Homo sapiens, et quelles sont les différences avec les autres espèces humaines qu'on peut découvrir, les Néandertaliens, Homo erectus. Donc, en regardant comme ça leur morphologie crânienne et tout ce qui se cache à l'intérieur de la boîte crânienne, parce que je m'intéresse aussi à l'évolution de la forme du cerveau pendant toute la préhistoire. Et du coup, toutes tes recherches se passent en laboratoire ou tu as d'abord la première partie de recherche sur le terrain? Alors je fais un peu de travail de terrain, mais c'est pas la majeure partie, simplement parce que trouver des fossiles humains, c'est quelque chose d'exceptionnel. On peut fouiller pendant des années sans jamais rien trouver. Ce qui fait que pour le plus gros de mes recherches, je travaille sur des spécimens qu'on a déjà découverts, et puis même j'ai la chance parfois que d'autres trouvent des fossiles à travers le monde et me les proposent pour étude, justement pour essayer de comprendre cette morphologie de la boîte crânienne et du cerveau. Je fais aussi un petit peu de terrain, en particulier en Dordogne. J'ai travaillé sur le site de La Ferracie. C'est un site préhistorique et célèbre où on a trouvé des restes de Néandertaliens. Donc je suis retourné chercher là-bas pour essayer de mieux comprendre le contexte de découverte de ces fossiles, trouver de nouveaux fossiles humains et essayer de bien saisir comment les Néandertaliens, il y a 42 000 ans, vivaient à cet endroit précis au fin fond de la France. Et puis l'autre aspect vraiment original pour moi, c'est que mes quelques missions, parfois, c'est pour aller voir des spécimens fossiles dans certains musées, parfois très loin, des fossiles en Chine, en Afrique du Sud l'an dernier, parce que je travaille beaucoup sur des données d'imagerie, donc des répliques virtuelles qui me permettent d'analyser beaucoup de choses et de voir beaucoup de choses, mais voir les spécimens réels, les vrais fossiles, c'est extrêmement important. Et à chaque fois, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que je prends mon temps, je décide d'aller faire une fois de temps en temps une mission pour aller voir des fossiles vraiment très importants, très bien conservés. Et à chaque fois, c'est un moment unique parce que je vois un jalon exceptionnel de l'histoire de l'évolution humaine. Et est-ce que c'est déjà arrivé que il y ait déjà de la recherche sur le thème que tu étudies et que tu découvres quelque chose de nouveau? C'est ce qu'on cherche à faire, évidemment. Alors, dans mon domaine, puisqu'on travaille sur des spécimens fossiles qui sont rares, quoi qu'on fasse, si on ajoute un peu d'informations, on arrive à observer des choses un petit peu nouvelles. Simplement parce qu'on complète un contexte où finalement on ne connaît pas grand-chose. Mais parfois, on peut aller un petit peu au-delà. Et là, c'est ce que je viens de faire avec un projet de recherche qu'on vient de mener pendant 4 ans, où l'objectif, c'était d'améliorer notre capacité à étudier le cerveau des humains préhistoriques. Quand on retrouve un fossile, on a uniquement le crâne qui est conservé. À l'intérieur du crâne, sur la surface interne, il y a des marques, des petits traits, des creux, qui correspondent, on le pensait, aux empreintes du cerveau. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais eu de lien direct entre les deux. Quand on trouve un crâne, il est complètement sec. Quand on a un cerveau, on a du mal à voir la boîte crânienne. Donc, on n'avait jamais pu vraiment faire le lien direct entre les marques du cerveau et les marques qu'on voit sur le crâne. Et c'est ce qu'on a voulu faire là. On a utilisé de l'imagerie sur des volontaires actuels. Il y a 75 personnes qui ont participé, qui passaient plus d'1 heure dans la machine IRM, et pendant cette heure, on prenait tout un ensemble d'informations. Pas juste une IRM du cerveau, mais aussi de l'os, parce qu'on peut imager l'os avec une IRM, et plein d'autres informations sur la structure du cerveau. Et ce qu'on a été capable de faire, c'est remodeler en 3D la forme interne du crâne, toutes les marques,
avoir en même temps le cerveau et faire le parallèle entre les empreintes qu'on observait pour être capable de lire vraiment l'intérieur de la boîte crânienne et être précis dans ce qu'on décrit. Ce qui fait qu'on a créé une sorte de pierre de rosette de l'anatomie du cerveau à partir de la morphologie crânienne. Et ce travail, on vient juste de le terminer. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile parce que ça faisait 150 ans, quand on trouvait un spécimen fossile, on moulait l'intérieur du crâne et on essayait de comprendre où étaient les différentes parties du cerveau. Mais puisqu'on n'avait pas de clé de lecture, il y avait une part de subjectif très importante dans ce qu'on décrivait. Et là, on s'est rendu compte que justement, beaucoup de choses qu'on regardait et qu'on pensait juste, on se trompait. Simplement parce qu'on n'avait pas la bonne information. Et on apporte cette clé de lecture qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis maintenant pour comprendre la morphologie du cerveau des humains préhistoriques. C'est quoi une journée type d'un paléoanthropologue? Une journée type de chercheur, c'est particulier, ça dépend un petit peu du domaine dans lequel on travaille. Alors dans les faits, je suis chercheur, je suis fonctionnaire, donc j'ai diverses activités liées à ça. En général, je passe un temps certain à faire des procédures administratives, à chercher des sous, à justifier de l'avoir trouvé, à expliquer comment on l'a utilisé, à faire des dossiers, à faire des demandes, etc. Ça prend pas mal de temps, tous ces aspects-là, mais l'intérêt que j'ai en particulier dans mon métier, c'est que je peux participer, contribuer sur différentes facettes. Faire de la recherche pure et dure. Donc à certains moments, j'essaye de m'astreindre à étudier, mesurer, réfléchir à des données vraiment scientifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi contribuer à d'autres choses, faire de la diffusion, donner des cours. Demain, par exemple, je vais donner un cours sur l'histoire de l'humanité et ce qu'on connaît de l'évolution humaine à des profs de collège et de lycée de sciences et vie de la Terre, avec l'idée de leur apporter aussi des connaissances un peu plus fines sur ce qu'on connaît moins, ce qu'on ne sait pas, qui peut leur être utile après pour enseigner aux élèves, parce qu'on donne l'impression parfois qu'on sait tout de l'histoire de l'humanité. C'est pas vrai, c'est plus complexe. Et comprendre les nuances est très important pour mieux l'enseigner. Donc pouvoir faire de la diffusion comme ça, pour moi, c'est intéressant, à travers des cours, parfois des expositions ou d'autres choses. C'est une partie importante de mon travail aussi. C'est parti, top chrono. Quel diplôme as-tu passé? Alors j'ai passé à l'époque un DUG, une licence, une maîtrise en géologie, paléontologie à l'université de Poitiers. Puis après un master au Muséum national d'histoire naturelle et puis un doctorat toujours au muséum. Et en quelle année as-tu obtenu ces diplômes pour ceux qui peut-être ont étudié avec toi et qui veulent te recontacter? La fac à Poitiers, c'était vers la fin des années 90. Je suis arrivé au muséum en l'an 2000 et j'ai dû obtenir ma thèse en 2005. C'était quoi ton premier job? Mon premier job, le premier vrai job, je crois que ça a été de cueillir des pommes. Je faisais les saisons à Saumur et j'ai fait pas mal de métiers comme ça pendant l'été en tant qu'étudiant pour gagner des sous. Assez vite, j'ai eu aussi l'opportunité d'être guide ou conférencier dans des musées scientifiques, ce qui était en parallèle de mes études, très intéressant et formateur aussi. Est-ce qu'on devient paléoanthropologue pour la gloire ou pour la fortune? Probablement pas pour la fortune, parce qu'on est fonctionnaire et la progression salariale n'est pas très rapide. En tout cas, quand on est chercheur dans le domaine public, on gagne beaucoup moins que des chercheurs dans le domaine privé où il peut y avoir des applications. La gloire, ça reste aussi très relatif parce que finalement, mon métier, c'est d'apporter des petites connaissances en plus sur notre grande histoire, mais ce sera jamais probablement quelque chose de révolutionnaire. Mon vrai intérêt, moi, c'est de contribuer au moins à l'amélioration des connaissances et puis essayer d'apporter aussi des clés de réflexion aux gens, de faire comprendre que la science, c'est utile à tous et de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Je crois que mon premier souvenir, c'est même un de mes premiers souvenirs tout court, c'était à l'école primaire quand j'étais enfant. À l'école, il y avait une cour de calcaire. C'était vraiment à la campagne. Et dans cette cour, il y avait des petits objets noirs que j'adorais ramasser. En fait, c'était des dents de requin et des petits fossiles marins
qui était très ancien, qui devait dater du Jurassique et que je collectais. Donc dès tout petit, je collectais déjà des fossiles et j'étais passionné par ça. Et ça m'est revenu plus tard à la fac où je continuais aussi à aller dans des carrières à divers endroits pour essayer de voir des fossiles. Et donc quand j'ai eu l'opportunité de travailler sur l'évolution humaine au muséum, ça m'a tout de suite plu et donné envie de faire ce métier. Et ta famille, ils t'ont soutenu ou ils t'ont dit: «Oh là là, dans quoi tu t'embarques?» À l'époque, mon père, quand je lui ai dit quel type d'études je voulais faire, il m'a demandé si je voulais pas devenir plutôt chanteur. Clairement, c'était pas ma vocation vu comme je Marrant chante qu'il dise mal. ça. Oui, oui, oui. Je crois qu'il était pas super emballé par l'idée, mais moi ça me plaisait. Puis de toute façon, j'aurais pu trouver autre chose après. Dans tes projets à l'étranger, lequel était vraiment le plus remarquable? L'an dernier, quand je suis allé en Afrique du Sud, je suis resté pendant 2 semaines dans le sous-sol, dans le coffre-fort, à regarder des spécimens fossiles, à regarder toute la collection qu'il y a dans le musée de Johannesburg. Donc j'étais enfermé sans lumière solaire pendant 2 semaines, mais c'était extraordinaire. Je suis allé aussi en Chine où j'ai vu des fossiles incroyables. J'étais le premier occidental à voir un crâne particulier, le crâne de Dali. Je l'ai vu, je l'ai étudié. Après, on m'a dit, tu sais, t'es le premier à le voir, un non-chinois à le voir. Waouh! Est-ce qu'il y a un côté solennel quand tu te retrouves face à un fossile unique, important? À chaque fois que je vois un fossile, c'est un moment extraordinaire. On est face à un être vivant qui a vécu il y a parfois 10 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, 2 millions d'années. C'est incroyable d'imaginer ces durées de temps-là. Et puis surtout, quand on les voit, ils nous ressemblent pas vraiment. C'est pas l'anatomie d'Homo sapiens. C'est des morphologies complètement différentes avec parfois des choses extraordinaires. Et puis, puisque je vais voir des beaux fossiles, parfois j'en vois qui sont extrêmement bien conservés, qui sont vraiment magnifiques. Donc le moment, il est forcément solennel parce que je me retrouve face à un objet qui est unique en soi, qui est équivalent peut-être à la sensation qu'ont les gens quand ils vont voir la Joconde, ce tableau qui est si fameux, si important parce qu'il est unique. Moi, quand je vois un crâne qui est le seul complet qu'on connaisse, c'est pour moi aussi extraordinaire. Alors, je sais pas si tu as le droit de nous en parler, mais est-ce que tu as déjà fait une grosse bourde? C'était il y a un moment. C'était des chercheurs indonésiens qui étaient venus en Europe pour nous montrer des spécimens fossiles. Ils étaient à Paris, on était en train de les étudier. Il y en avait 3, 4 autour de la table. On était plein de chercheurs. Il n'y avait aucun bruit, c'était hyper silencieux. La table était en bois. On m'a passé une calotte crânienne, un crâne très massif d'Homo erectus, très dur, épais, etc., que j'avais dans les mains juste au-dessus de la table. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais au bout d'un moment, je l'avais vraiment et mes mains ont dû s'écarter un tout petit peu et on a entendu. Le crâne, alors qu'il n'y avait aucun bruit, a tapé sur le dessus de la table. Tout le monde m'a regardé. Heureusement, j'étais à quelques centimètres. Il n'a rien eu, il n'a pas été abîmé, mais voilà. Est-ce que le silence a persévéré après ou ça a détendu l'ambiance? Non, l'ambiance n'était pas terriblement détendue, ni avant ni après, visiblement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce domaine que tu aimerais rencontrer? Le vrai rêve, ce serait d'avoir, dans un monde qui n'existe pas, la possibilité de rencontrer un de ces humains préhistoriques d'il y a 50 000 ans. Ça, ce serait le rêve absolu. Parce qu'on se projette, on se fait une idée de comment ils vivaient, comment ils étaient tout. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la réalité était complètement différente. Et ça, ce serait fou. Peux-tu nous parler de ton projet personnel, un escape game, le mystère Marcelin Darwin? Alors ça, c'est un projet hors catégorie et extraordinaire. En fait, j'y est parti du constat avec ma femme, qui est une formatrice en éco-citoyenneté. On observait que la diffusion qu'on faisait vers les gens de tous les sujets liés à l'environnement, aux questions écologiques, était forcément limitée. Donc on s'est dit, comment pourrions-nous essayer de montrer pourquoi comprendre la préhistoire, les changements climatiques naturels, c'est important? Pourquoi comprendre que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour essayer de protéger l'environnement est important et vraiment montrer par l'exemple pourquoi tout ça c'est fondamental? Ben, on s'est dit, essayons de créer un média original pour que les gens puissent apprendre cela d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'on a créé un escape game professionnel où on parle de l'histoire de l'humanité,
où on apprend plein de choses et où on s'amuse beaucoup. On l'a créé en plus chez nous, ce qui rajoute à l'immersion. C'est dans un sous-sol d'une vraie maison où on raconte une histoire réelle. En fait, c'est un fossile humain qui m'a été subtilisé. Il était au musée de l'Homme, bien conservé. Il a disparu du coffre-fort. On suspecte mon étudiant Marcelin Darwin de l'avoir volé. Et Marcelin, il habite justement ici. Donc les gens arrivent pour venir retrouver le fossile que Marcelin a dû cacher dans son studio et surtout comprendre pourquoi il a fait ça. Et en cherchant tout ça, les gens vont découvrir tout un ensemble d'informations, de connaissances. Ils vont les vivre pleinement, ce qui fait qu'on découvre tout ça d'une manière complètement différente. Et sur les sites spécialisés d'Escape Game, on a des notes qui nous classent parmi les 10 meilleures salles d'Île-de-France. Par l'originalité de notre jeu, on a réussi à faire quelque chose qui plaît à la fois aux gens qui viennent et qui découvrent tout, et puis des gens qui sont des pros d'Escape Game, qui viennent ici avec un vrai challenge et qui apprécient énormément ce jeu, qui est, d'après eux, complètement unique. Et du coup, dernière question. Quel métier t'aimerais découvrir dans un futur épisode de PodTaf? Eh bien, le vôtre. Votre nouveau métier maintenant, d'interroger les gens, découvrir de nouveaux métiers, c'est passionnant aussi justement parce que la diversité des métiers, on la connaît très peu. Ce que vous faites là, c'est extrêmement original et donc peut-être que dans le prochain numéro, vous pourriez nous expliquer pourquoi vous faites ça et ce que vous voulez en faire justement. Pour me trouver, c'est assez simple. Avec mon nom, Antoine Balzo, j'ai un site internet. Je suis assez visible aussi, mon adresse email au muséum est facile à trouver. Et puis pour tout ce qui concerne Escape Game, il suffit de taper lemystèremarcelindarwin.fr et on trouve facilement. Et n'hésitez pas tous à venir jouer, vous passerez un très bon moment. Merci Antoine. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je pense qu'on a appris énormément. Et j'ai quelques mots à googler quand même, rentre chez moi. C'était trop bien, merci beaucoup. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à PodTaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de PodTaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne! PodTaf, PodTaf, PodTaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!